Je fais de temps en temps des conférences sur les questions de pêche durable. J'en ai fait une aux étudiants, aux élèves du lycée tout à l'heure. La commande de ce soir est un peu différente puisqu'on m'a demandé de rentrer par l'angle qui est celle de l'assiette. C'est la première fois que je fais une conférence couplée avec un repas derrière. Et donc j'ai organisé ma conférence autour de cette question, finalement, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette? Et est-ce que le poisson qu'on a dans notre assiette, sous quelles conditions on peut penser qu'il vient d'une pêche durable ou d'une aquaculture durable? Je vais vous parler plus de pêche, mais je vais vous parler aussi d'aquaculture. Donc on va commencer par la pêche. Et si je vous demande ce que c'est que de la pêche durable, très vite on va dire faut que c'est lorsque la ressource n'est pas surexploitée. Et très vite on va se dire mais qu'est-ce que ça veut dire durable? Qu'est-ce que ça veut dire surexploité? Donc vous avez pris le risque de venir dans un lycée. Ça va vous rappeler vos années antérieures. Donc s'il vous plaît, sortez une copie. Vous avez 5 minutes pour répondre à la question. Qu'est-ce que ça veut dire durable? Qu'est-ce que ça veut dire surexploité? Je ramasse les copies dans 5 minutes. Non, je ne vais pas vous le faire parce que je sais d'avance ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, durable, c'est lorsque la pêche est équilibrée. Une pêche durable, c'est une pêche équilibrée. Et la surexploitation, c'est quand on pêche plus que le stock produit. Et donc, tous, vous avez probablement en tête cette idée que pêche durable, c'est la même chose que pêche équilibrée. C'est l'idée, il ne faut pas pêcher plus que ce que le stock produit. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui conteste cette réponse? Ça dépend des périodes, en fait. Ça dépend des périodes? En fait, le stock, il faut qu'il y ait une réserve. On peut pas... Donc, il ne faut pas pêcher plus qu'il produit, il faut laisser une réserve? Oui. Oui. Mais le stock, il ne faut pas le prendre n'importe quand. Pas n'importe quand? Il y a des périodes? Oui. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même? Oui. Oui, vous avez quelques expériences derrière vous, donc vous vous rappelez que quand le prof donne la réponse, c'est qu'il faut se méfier. Hein. Bien, ça c'est la réponse que donne le grand public. Il ne faut pas pêcher plus que le stock produit. Je vous dis tout de suite, si c'est ça votre copie, c'est faux, tout est faux, vous avez 2 sur 20, terminé. On n'en parle plus. Donc il va falloir, dans cette conférence, remettre à l'endroit des idées que vous avez souvent à l'envers. La question de la durabilité n'est pas une question d'équilibre et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, c'est vrai qu'il faut évidemment, on sent bien, il faut évidemment éviter que la ressource soit surexploitée. Mais encore va-t-il falloir savoir ce que ça veut dire. Lorsque le grand public a cette notion en tête, il ne faut pas prélever plus que la nature nous fournit. Je tire un petit peu la métaphore. En fait, il a dans la tête un espèce de schéma qui est celui que j'appelle le banquet de Dame Nature. C'est-à-dire que beaucoup de consommateurs, beaucoup de citoyens ont cette idée que la nature, généreuse, nous fournit produit quelque chose. Il y a une espèce de banquet qui est mis à notre disposition tous les ans, que nous pouvons décider de laisser dans l'eau ou de pêcher. Et tant que nous ne pêchons que ce que la nature a produit, tout va très bien. Et l'idée serait donc que la surexploitation, c'est lorsque nous mangeons non seulement ce qu'il y a sur la table, non seulement les pommes que nous fournit le pommier, mais aussi la totalité du garde-manger, le pommier avec. Autrement dit, la nature, avant même l'apparition de l'homme, dans ce schéma de la nature, aurait quelque part pensé à nous et nous fournirait ce banquet. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La nature, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une jungle. Là, c'est la jungle des humains, mais c'est la même chose dans la nature. La nature sans l'homme, a priori, elle ne produit rien du tout. Elle ne produit rien du tout parce qu'il y a une compétition, et ce qu'on appelle en écologie en particulier une compétition intraspécifique. Les animaux de la même espèce sont en compétition entre eux, mais aussi une compétition interspécifique, qui fait que finalement, bien sûr, il y a des poissons qui naissent, il y a des poissons qui grossissent, la nature produit de la biomasse, mais dans le même temps, cette compétition fait qu'il y a des poissons qui meurent, et donc finalement la nature à l'état vierge ne produit rien du tout. Donc ne pensez pas du tout que, en l'absence de pêche, il y a une espèce de surplus produit chaque année par la nature, que nous pourrions tout d'un coup décider de pêcher, et qu'éventuellement nous ne pêchons pas. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin et de réfléchir à qu'est-ce qui se passe finalement au cours du temps. Bien, prenons une première situation dans laquelle il n'y a pas de pêche. S'il n'y a pas de pêche,
il va y avoir une très grande quantité de poissons, pas une quantité illimitée. Pourquoi il n'y a pas une quantité illimitée? Pourquoi les poissons, progressivement, ne remplissent-ils pas la mer? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle en écologie cette notion de capacité biotique, c'est-à-dire en réalité une quantité de nourriture disponible, qui fait que, forcément, lorsque il y a la quantité de poissons qui mangent la totalité de la nourriture disponible, eh bien, il y a de la compétition entre eux et la quantité est limitée. Autrement dit, cette idée de compétition, et notamment de compétition intraspécifique, crée ce qu'on appelle la capacité biotique du milieu, c'est-à-dire la quantité de poissons qu'un milieu peut accepter. Et si l'humain n'intervient pas, dans le stock à l'état vierge, la quantité de poissons reste toujours la même. Elle produit tous les ans exactement ce qu'elle perd tous les ans. Les morts compensent les naissances, ou les croissances de biomasse compensent les pertes de biomasse. Et il n'y a rien de disponible, il n'y a pas de surplus disponible, il n'y a pas de banquet sur la table disponible pour les humains. La nature n'avait pas prévu, ou du moins pas sous la forme que l'imagine le grand public, n'avait pas prévu les humains, on n'avait pas prévu de mettre à disposition sur la table un banquet. Donc la nature à l'état vierge est une jungle, et puis voilà les premiers bateaux qui arrivent. Les premiers bateaux qui arrivent, ça remonte à très loin, j'ai représenté là des bateaux du Moyen-Âge, des petites barques. On est au tout début de la pêche. Au tout début de la pêche, on se met à prélever. On se met à prélever quelque chose qui est forcément plus que ce que le stock produit, puisque le stock ne produit rien. Donc, dès les premiers bateaux, j'ai envie de dire, dès Adam et Ève, bon, si j'ose dire, hein, les premiers poissons qu'on prélève dans la mer ne sont pas une consommation d'un banquet qui est disponible, mais sont déjà une prise sur, finalement, le stock qui est en place. Il n'y a rien de produit. On prélève dans le stock en place. Parce qu'on prélève dans le stock en place, forcément la quantité de poissons va diminuer. Et comme cette quantité de poissons diminue, eh bien la compétition entre les poissons survivants va diminuer. Et en fait, ce qu'on fait dès le premier bateau, c'est que on remplace de la compétition intraspécifique. Les poissons très abondants dépensent beaucoup d'énergie pour rechercher une nourriture qui est rare, donc peu d'énergie pour la croissance, peu d'énergie pour la fécondité. On remplace cette compétition intraspécifique par une pression de pêche qui est finalement une forme de compétition interspécifique entre l'homme et le poisson. Et puis, on rajoute des bateaux, et au fur et à mesure qu'on rajoute des bateaux, on va augmenter la pression de pêche, de plus en plus de pression de pêche, mais de moins en moins de compétition intraspécifique. Et à chaque niveau, on va pouvoir retrouver une nouvelle situation d'équilibre. Autrement dit, dans ce schéma un peu simple, mais qui, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, il y a une situation d'équilibre qui est le stock à l'état vierge, mais il y a une autre situation d'équilibre qui intervient dès le premier bateau, une troisième situation d'équilibre si on augmente le nombre de bateaux, etc., etc. Au cours du temps, on n'a pas seulement augmenté le nombre de bateaux, on les a motorisés, on a développé de la pêche industrielle, et chaque fois, on a, au cours du temps, augmenté la pression de pêche, et chaque fois au cours du temps, en même temps qu'on augmentait la pression de pêche, on diminuait l'abondance des stocks de poissons présents, et donc on diminuait la compétition intraspécifique. Autrement dit, le modèle théorique qu'il y a derrière, c'est un modèle qui paraît dans le fond tout simple, qui nous dit que si au cours du temps le nombre de bateaux augmente, on part d'une situation où il y a peu de bateaux, non seulement peu de bateaux, mais des petits bateaux avec des moyens de pêche peu efficaces. Au cours du temps, le nombre de bateaux, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire, hein, dans la plupart des pêcheries. Le nombre de bateaux augmente, la taille des bateaux augmente, ils s'équipent avec des sonars, avec des radars, avec des moyens très sophistiqués de recherche du poisson, donc la pression de pêche augmente. Eh bien, au fur et à mesure, la quantité de poissons va diminuer. La loi, elle est assez simple, elle est presque empirique. Je demandais aux élèves tout à l'heure, mais plus je mets de bateaux, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont tous répondu, plus il y a de bateaux, moins il y a de poissons. Ça paraît simple. Ce qui n'est pas simple, et ce qui est vraiment va être très important en matière de pêche durable, c'est de bien comprendre que chacun de ces points sur cette courbe, c'est une courbe d'équilibre. Chacun de ces points représente un équilibre possible. Ça veut dire que si vous fixez la quantité de bateaux à un endroit donné, à un niveau donné, et que vous la maintenez, cette pression de pêche, à un niveau donné, le stock va rejoindre le niveau d'abondance équilibré correspondant. Bien sûr, avec de la variabilité climatique interannuelle autour de la courbe, hein, ça va fluctuer autour de la courbe, mais en valeur moyenne, la courbe nous dit quel est le niveau d'abondance vers lequel le stock va tendre. Et j'insiste,
Toutes ces situations sont bien des situations d'équilibre. Ce sont des situations d'équilibre parce que l'équilibre correspond à différentes combinaisons entre de la pression de pêche d'un côté et de la compétition intraspécifique. Autrement dit, gérer les pêches, c'est pas assurer l'équilibre. Parce qu'on peut très bien avoir un équilibre ici, il y aura beaucoup de poissons dans la mer, ou un autre équilibre ici, il y aura beaucoup moins de poissons dans la mer. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est équivalent, alors que ça a des conséquences évidemment, notamment sur les captures, sur le fonctionnement de l'écosystème, mais si vous raisonnez à l'échelle d'un stock, prenons par exemple un stock de morues de la mer du Nord, on peut décider de mettre 100 bateaux, mettre 500 bateaux, mettre 2000 bateaux. Si on maintient le nombre de bateaux constant, on rejoindra une situation d'abondance, c'est-à-dire de quantité de morues restantes dans la mer du Nord, qui sera en moyenne constante. C'est d'ailleurs bien ce qu'on a fait. En Europe, on a été pour beaucoup de stocks, on le verra tout à l'heure, à des niveaux de pression de pêche très élevés et à des situations d'équilibre qui étaient très basses. Parce qu'elles étaient très basses, on va voir qu'elles n'étaient pas favorables. Mais le problème n'est pas un problème de déséquilibre. Autrement dit, ça veut dire aussi que nous, les humains, nous avons, en matière de pêche, mais on va pouvoir étendre le propos, la possibilité de choisir l'état du stock que nous trouvons souhaitable. Est-ce que nous voulons une mer pleine de poissons avec beaucoup de poissons? Auquel cas, il ne faudra pas mettre beaucoup de bateaux. Ça fera peut-être pas beaucoup de captures non plus. On aura peut-être un problème d'alimentation. Ou est-ce que nous acceptons une mer dans laquelle on veut qu'il y ait plein de bateaux parce qu'on veut donner de l'emploi à des marins, mais ça va se payer par des ressources marines faibles. Donc la gestion des pêches, son problème n'est pas d'assurer l'équilibre. Son problème est de choisir quel est le niveau d'équilibre que nous trouvons désirable parmi toutes ces possibilités. Toutes ces situations d'abondance sont finalement des situations d'abondance d'une certaine manière durables au sens où elles peuvent durer dans le temps, mais pour autant pas forcément des situations qui sont favorables. Alors, si je reprends ma courbe, on peut en déduire une autre courbe. Cette autre courbe, c'est celle qu'on appelle, si vous voulez, ça, on va le lire d'une manière différente. En gros, c'est le capital biologique que représente un stock dans la mer. La quantité de poissons qui est présente dans la mer et dont vous disposez. Et vous voyez que plus vous mettez de bateaux, plus votre capital diminue. Ce qui va nous intéresser finalement, parce qu'on veut pêcher, c'est les intérêts que rapporte ce capital. C'est-à-dire la production biologique qui est issue de cette biomasse marine. Je vous l'ai dit, pour une stock à l'état vierge, la production biologique est nulle. Elle est nulle parce qu'il y a une compétition intraspécifique très forte. Donc trop de poissons dans la mer, ça produit rien. Le stock reste à l'équilibre, et donc ça produit rien. S'il n'y a pas de poissons dans la mer, s'il n'y a plus de poissons dans la mer, ça produit rien non plus. Et par conséquent, il n'est pas très étonnant de constater que la production biologique d'un stock, c'est généralement, et c'est vérifié pour à peu près tous les stocks marins, une courbe de ce type-là. Le stock à l'état vierge ne produit rien. Le stock qui est proche de l'extinction ne produit rien. Il y a une situation quelque part entre les deux intermédiaire, avec une pression de pêche intermédiaire, un niveau de pêche intermédiaire, dans lequel le stock va se mettre à produire, il n'y a plus trop de compétition intraspécifique, les animaux trouvent facilement une nourriture qui est abondante, ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie à rechercher leur nourriture, donc ils ont des réserves d'énergie pour voir leur fécondité s'améliorer, pour voir leur survie s'améliorer, et finalement pour voir leur croissance s'améliorer, et finalement pour voir leur production biologique. Et l'équilibre, finalement, dont j'ai parlé tout à l'heure, consiste tout simplement à dire qu'on va prélever des captures qui est ce qu'on appelle les captures équilibrées. Les captures équilibrées, c'est celles qui consistent à prélever les intérêts du capital sans toucher au capital. Donc on prélève la production biologique et on laisse dans l'eau l'abondance telle qu'elle est disponible. Mais voilà, une fois de plus, j'insiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fixe une pression de pêche donnée, progressivement le stock va rejoindre son niveau d'abondance correspondante. Donc progressivement, lorsqu'il a rejoint ce niveau d'abondance, il aura une certaine production biologique. Et c'est cette production biologique qu'on capturera qui fournira la production équilibrée. Donc la question maintenant, elle est, quel niveau de pression de pêche voulons-nous appliquer une fois qu'on a ce schéma dans la tête? Donc ça, c'est une vieille courbe, hein, elle a été mise en évidence dans les années entre deux guerres, elle a été vraiment quantifiée avec des équations dans les années 50. Elle continue à être valable, elle continue à être utilisée. La plupart des stocks européens fonctionnent selon ce schéma. Alors,
Il y a des complications quand le changement climatique apparaît, il y a des complications quand l'écosystème apparaît, quand le milieu se dégrade. Mais disons, dans des conditions d'écosystème donné, dans des conditions d'environnement donné, c'est une courbe qu'on retrouve pour tous les stocks. Et qui va nous aider à réfléchir à la question qui est, c'est quoi l'état de la nature que nous souhaitons? C'est quoi l'état du stock que nous souhaitons? C'est quel est le niveau d'abondance que nous souhaitons? Celui qui va nous permettre d'avoir des captures. Que proposez-vous? Quelqu'un a-t-il une proposition? Quel niveau de pression de pêche recommandez-vous? On peut aller jusqu'au sommet, là. Bien, il y a débat. Il y a débat, ça veut dire que ce que c'est que la pêche durable, c'est un choix. C'est pas une vérité révélée par la science. La science vous aide à éclairer votre choix. Mais si vous décidez que le durable, c'est de mettre plein de bateaux, quitte à ce que la capture, ça soit pas terrible, mais parce que vous privilégiez de l'emploi, vous allez dire, je veux être là. Bon. Généralement, c'est pas ça qui est choisi. Il y a une norme qui s'est imposée au niveau international, c'est de dire, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la surexploitation. Et la surexploitation, c'est l'idée, non pas qu'il y a des équilibres, non pas qu'on prélève plus que le stock produit, mais tout simplement, c'est l'idée que on a mis trop de bateaux, et que trop de bateaux conduisent à pêcher moins en termes de tonnes pêchées. Si vous voulez, si on compare à d'autres systèmes, vous imaginez un système agricole, plus vous mettez de travailleurs dans un champ, plus vous mettez de travailleurs dans le champ, plus votre production agricole va augmenter. Bon, il y a peut-être un moment, elle va atteindre un plateau, elle va plus augmenter, le champ produit son maximum. Si vous mettez des machines-outils dans une industrie automobile, plus vous mettez de machines-outils, plus la production de voitures augmente. La pêche a ceci de très particulier, qui est que dans un premier temps, vous rajoutez des bateaux, la production augmente. Et puis à un moment donné, vous rajoutez des bateaux, la production totale diminue. Ce qu'on appelle une fonction de production, et cette fonction de production, elle est très particulière dans le domaine des pêches. C'est-à-dire c'est exactement comme si on mettait des machines-outils pour construire des voitures, et qu'à un moment donné, on rajoutait des machines-outils qui se mettaient à casser les voitures qu'on a construites. C'est comme si les pêcheurs allaient pêcher en mer toute une partie de l'année pour pêcher, et qu'à partir d'un certain moment, les jours de mer, les jours bateaux qu'ils rajoutent, consistaient finalement à détruire la ressource et à détruire la capture du lendemain. Donc de toute évidence, en réalité, on arrive très vite à cette idée que la surexploitation, c'est un système qui est devenu fou. C'est un système dans lequel on dépense plus d'argent pour mettre plus de bateaux, pour griller plus de gasoil, pour finalement avoir une production qui est en baisse. C'est un problème qui est d'abord un problème économique, un problème d'inefficacité du système de production. C'est pas forcément un problème écologique. Bon, alors peut-être que ça l'est aussi, c'est peut-être aussi des niveaux qui sont faibles. Mais la surexploitation est d'abord définie, en réalité, sur un critère économique. C'est un système qui est devenu fou. C'est un système dans lequel on dit aux pêcheurs, eh bien, si vous acceptiez de rester chez vous un jour sur 2, ou un jour sur 3, ou même peut-être un jour par semaine, finalement, vous dépenseriez moins de gasoil, et votre capture totale dans l'année, elle augmenterait. Elle augmenterait. On est dans cette situation-là pour un certain nombre de stocks. Donc voilà, très vite, on s'est dit, il faut éviter la surexploitation, et ça a défini ce qui est aujourd'hui maintenant le grand objectif de la gestion des pêches partout dans le monde, y compris en Europe, qui est de dire, eh bien, il faut gérer à ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Le rendement maximum durable, c'est cette situation dans laquelle on a ajusté le nombre de bateaux, ni trop peu, parce que sinon on pêche pas autant que le stock peut produire, ni trop, parce que sinon il y a surexploitation. Donc on ajuste le nombre de bateaux et la pression de pêche, de façon à avoir cette capture maximale sur le long terme en valeur moyenne. Bien sûr, selon les années, le climat, on va avoir un peu plus ou un peu moins, mais en moyenne, on va chercher à gérer le stock au RMD. Autrement dit, j'insiste un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui pêche durable, c'est un espèce de choix qui est de dire, je considère que la situation optimale, c'est cette situation qui consiste à pêcher chacun des stocks dans la mer, les morues de mer du Nord, les morues de mer Celtique, le thon de l'Atlantique Nord, les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, tous, on va essayer de les pêcher en ajustant la pression de pêche de façon à avoir la capture maximale équilibrée sur le long terme. Vous voyez que dans cette histoire-là, il n'y a pas beaucoup de considérations sur le fonctionnement de l'écosystème, sur les relations entre espèces, sur etc. La gestion des pêches, elle est aujourd'hui basée fondamentalement sur ces modèles simples, qui sont des modèles des années 60, qui est ce qu'on appelle les modèles monospécifiques. Voilà, alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui,
en Europe, hein, si on s'en tient à l'Europe, en fait, l'essentiel des captures viennent de la zone qu'on appelle l'Atlantique Nord-Est, hein, donc ce quart nord-est de l'Atlantique que vous avez représenté sur la figure. Dans cette zone de l'Atlantique Nord-Est, s'est mis en place une structure qu'on appelle le Conseil international pour l'exploration de la mer. C'est une vieille structure qui a été créée en 1902 à une époque où on s'occupait plutôt d'exploration. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à explorer dans la zone. Donc en réalité, il s'occupe d'exploitation. Et ce Conseil international pour l'exploration de la mer regroupe tous les États riverains de cette zone-là, donc bien sûr les États de l'Union européenne, mais aussi la Norvège, les Russes, etc., mais aussi le Canada, les Américains qui viennent, les États-Unis qui viennent un peu pêcher dans cette zone-là. Et ce Conseil international pour l'exploration de la mer, tous les ans, réunit des groupes de travail, des groupes d'experts. Hein. Pour la France, c'est essentiellement les gens d'Ifremer qui participent à ces groupes d'experts. Ils ajustent les modèles, hein, celui que je vous ai montré avant. Hein. Bon, il y a des techniques un peu plus compliquées, mais fondamentalement, ils ajustent les modèles. Et l'outil principal qu'ils vont utiliser, c'est la fixation de quotas de pêche, qui sont une façon de régler cette pression de pêche au bon niveau. Les scientifiques font des diagnostics. Les scientifiques donnent la valeur des quotas qu'il faudrait mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de gestion au RMD, gestion au rendement maximum durable. C'est pas eux qui décident, c'est le Conseil des ministres. Il y a eu une époque où les décisions du Conseil des ministres étaient assez loin des avis scientifiques. C'est moins vrai aujourd'hui, on pourra en reparler si vous voulez. Donc ça marche pour chacun des stocks. Et par exemple, si vous prenez l'exemple de la morue, du cabillaud, eh bien on va raisonner. Alors on va pas raisonner au niveau de l'espèce, on va raisonner au niveau du stock. Qu'est-ce que c'est que le stock? C'est une population biologique qui est considérée comme relativement indépendante. On considère par exemple sur la morue que dans cette zone qui sont les eaux européennes, il y a une dizaine de stocks différents, chacun va être géré de manière différente. La France pêche en particulier ce stock qui est dans cette zone-là, qui est ce qu'on appelle la morue de mer Celtique, et pêche aussi beaucoup de la morue de la mer du Nord. Sur chacun de ces stocks, on va ajuster les modèles dont je vous ai parlé, on va essayer de calculer la pression de pêche qui correspond au RMD, et fixer le quota de façon à ce qu'il soit au RMD. Les petits stocks locaux, la coquille de la baie de Saint-Brieuc, certains stocks de crustacés, de mollusques qui sont très côtiers, qui sont les eaux intérieures françaises, sont gérés au niveau national, mais en principe selon le même principe. Alors, comment on met ça en œuvre et est-ce que ça marche? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, cette gestion dite au RMD, on a commencé à la mettre en Europe que très très récemment. C'est une décision qui a été prise en 2009. L'Europe l'a prise très très tardivement. Il faut savoir que les États-Unis avaient pris cette décision dès 1949, donc 60 ans avant. On a tergiversé en Europe pendant des décennies et des décennies pour se mettre d'accord sur les objectifs de gestion des pêches, en partie parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord entre pays européens. Et ce n'est qu'en 2009 qu'on a commencé à appliquer cette norme de gestion en disant c'est la bonne gestion. En réalité, dans les années 2000, au début des années 2000, pour la plupart des stocks européens, on avait dépassé de beaucoup la gestion au RMD. Il y avait trop de bateaux, on a parlé de surcapacité de pêche, et pour certains stocks, vous voyez qu'ici, je suis presque à 2 fois trop de bateaux, hein, ou 2 fois trop de pression de pêche, 2 fois trop de jours bateaux. C'est à peu près l'ordre de grandeur des pêches européennes. Sur certains stocks, on était à 3 fois, voire 4 fois la gestion au RMD. Et donc la décision qui a été prise en 2009, ça a été de dire il faut diminuer la pression de pêche pour revenir à cet objectif de maximisation des captures. La courbe que je vous ai représentée, elle est assez réaliste, c'est la situation de beaucoup de stocks. En réalité, vous voyez que on est aujourd'hui dans cette phase où on essaye de diminuer la pression de pêche. Alors on diminue les quotas, on diminue le nombre de navires, on finance, vous financez sur vos impôts très chers l'envoi à la casse d'un certain nombre de navires parce qu'il y a un nombre de navires excédentaires, avec l'idée de quoi? Avec l'idée d'augmenter un peu les captures. Oh, pas beaucoup, hein. Avec ma courbe, on va pas gagner beaucoup en capture. Par contre, on va dépenser beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent en gasoil, beaucoup moins d'argent éventuellement en construction d'amortissement de bateaux. Donc on va gagner en rentabilité économique. Donc l'idée, c'est principalement de gagner en rentabilité économique. Mais au passage, on va aussi permettre au stock de se reconstituer. Voilà, alors oui, pardon, il y a ce petit-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage est compliqué, parce que pour passer de la situation actuelle, pour beaucoup de stocks, à la gestion RMD, il faut diminuer les captures. Faut diminuer l'effort de pêche, pardon. Si vous diminuez l'effort de pêche, si demain matin vous mettez 2 fois moins de bateaux sur la mer, bah bien sûr ils vont pêcher 2 fois moins. Mais en même temps, ils vont pêcher moins que le stock ne produit.
Donc dans un premier temps, leur capture va diminuer. L'abondance du stock ne va pas d'un seul coup se reconstituer. Le stock va rester le même. Il va falloir attendre quelques années pour que petit à petit, avec cette pression de pêche diminuée, le stock se reconstitue, les vieux poissons réapparaissent, l'abondance augmente, et on va réaugmenter progressivement l'abondance des stocks. Mais la conséquence de ce petit schéma, c'est de dire qu'il y a une situation intermédiaire, pardon, ce qu'on appelle une situation de transition, dans laquelle il faut commencer par diminuer les captures. Donc c'est compliqué. C'est compliqué socialement, hein, pour des pêcheurs qui sont déjà dans des difficultés économiques, de leur dire, va falloir commencer par diminuer votre capture pour que demain, c'est-à-dire plutôt dans 4, 5, 6 ans, peut-être, vos captures réaugmentent. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. Et l'enjeu, au passage, c'est donc essentiellement de reconstituer les biomasses. C'est-à-dire qu'on va passer d'un niveau de biomasse, qui est ce qu'on appelait la limite de sécurité. En réalité, on a géré les pêches pendant longtemps en Europe en s'arrêtant juste avant le bord du gouffre. C'est ce qu'on appelle la limite dite de sécurité. C'était l'idée, il faut éviter cette partie de la courbe qui brusquement s'effondre, partie où le stock n'arrive plus à se reproduire, où il y a de moins en moins de géniteurs, donnant de moins en moins de jeunes poissons à chaque génération. Donc on a, pendant longtemps, on s'est contenté d'éviter ces situations-là. Mais ça voulait dire des niveaux de biomasse extrêmement faibles. Si vous regardez, entre un stock à l'état vierge et puis un stock tel qu'il était encore en Europe dans les années 2000, en gros, il y a une division par 10. On avait atteint ce point de pression de pêche très important, dans laquelle il n'y avait plus dans l'eau qu'une tonne, là où à l'origine, il y en avait 10. Donc on était à des niveaux d'abondance très très faibles. Et tout l'enjeu de la gestion des pêches européennes aujourd'hui, c'est de dire on va diminuer la pression de pêche de façon à permettre au stock de se reconstituer. Là où il y a plus aujourd'hui qu'une tonne, on vise un objectif aujourd'hui qui est un objectif compris entre 2 et 3 tonnes, donc de remultiplier au moins par 2, voire par 3, la quantité de poissons qu'il y a dans l'eau. On ne reviendra pas à l'état vierge. L'état vierge, c'est très joli, mais enfin, l'état vierge, ça ne produit rien. On fait partie du système, c'est normal qu'on se nourrisse. Par contre, c'est peut-être pas normal qu'on détruise au-delà de ce qui est nécessaire pour se nourrir. Voilà, alors, est-ce que ça marche? On a décidé, il y a une dizaine d'années, de faire ça. Je vous montre là les dernières évaluations. Alors, il se trouve que c'est un scoop mondial Lannion, hein, ou moins un scoop européen Armor Science, puisque c'est une synthèse qui a été faite dans ce fameux Conseil scientifique, technique, économique des pêches dont je suis membre, il n'y a pas très longtemps. Il se trouve que c'était moi le rapporteur. Donc j'ai les figures et je vous les montre, mais elles ne sont pas dans la littérature, vous ne les trouverez pas ailleurs. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles nous montrent ces figures? On a fait des espèces d'estimation moyenne, de diagnostic moyen pour tous les grands stocks européens qu'on connaît. Et puis on a regardé plusieurs choses. La première chose qu'on a regardé, c'est la pression de pêche. Cette fameuse idée, est-ce qu'il y a la bonne quantité de bateaux? Ce qu'on cible, c'est une valeur, ici, qui est toute standardisée en 1. Donc l'objectif de la bonne gestion des pêches, c'est d'atteindre la valeur 1. 1, c'est la bonne quantité de bateaux, la bonne quantité de pression de pêche. Et vous voyez que ce que nous dit le diagnostic, c'est que il y a en 2003, il y a encore une douzaine d'années, on va dire, une bonne douzaine, une quinzaine d'années, on était dans les eaux de l'Atlantique, c'est la courbe rouge, à presque 2 fois trop de bateaux. 2 fois trop de bateaux. À l'époque, quand on a dit il faudra rejoindre le RMD, et il faudra le faire, si possible, d'ici 2015, la plupart des scientifiques ont dit mais c'est pas possible, on va pas diminuer la pression de pêche par 2 en quelques années. Et pourtant, vous voyez, c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc on a réussi, avec la gestion des pêches, à diviser par 2. Ça s'est pas fait sans mal. En partie, c'est parce qu'il y a des bateaux qui ont fait faillite. Il y a des ports qui se sont vidés de leurs bateaux. Ça pose des questions, hein. En partie, on a diminué les quotas. Mais en même temps, c'est bien ce qu'on visait. Il fallait que les stocks se reconstituent pour qu'on retrouve de l'abondance. Ça a donc à peu près marché dans l'Atlantique. Pas du tout en Méditerranée. Si vous regardez la courbe noire, là c'est la situation encore bien pire. On est en valeur moyenne à 2,5 fois trop de bateaux, hein, quasiment. Oui, voilà. Sur certains stocks, le merlu par exemple du golfe du Lion, on estime qu'il faudrait diviser par 12 la pression de pêche. Par 12. Ce stock-là aurait dû en réalité disparaître depuis bien longtemps. S'il n'a pas disparu, c'est que en Méditerranée, il y a des canyons très profonds qui viennent près de la côte, où il y a des fractions résiduelles de stock qui peuvent survivre sans qu'on arrive à les pêcher. Et donc le stock survit encore grâce à ces quelques canyons, où les pêcheurs commencent d'ailleurs à aller, parce que comme il n'y a plus un seul merlu nulle part, ils commencent à aller là. Donc la situation en Méditerranée, elle est épouvantable et elle s'améliore absolument pas. Pour une raison simple, qui est qu'il n'y a pas de gestion.
Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota, on ne sait pas gérer les stocks, et donc la situation ne s'améliore pas. Alors ça, c'est le côté un peu douloureux, hein, moins de pression de pêche. Évidemment, on ne fait pas ça pour embêter les pêcheurs, on fait ça pour que les stocks se reconstituent. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les stocks sont en train de se reconstituer. Donc vous entendez toujours dire la pêche, ça va de mal en pire. Non, c'est pas vrai. Pas en Europe, ce n'est plus vrai en Europe. Voilà la courbe pour de même chose côté Atlantique, la moyenne de tous les stocks connus. On part ici d'un niveau de 1 par définition début de période, et vous voyez que on est revenu à 1,4. Autrement dit, là où il n'y avait plus qu'une tonne de poissons sur le fond, on est revenu à 1,4 tonnes. C'est pas encore les 10. C'est pas encore la multiplication par 2 et 3. Mais c'est déjà une augmentation très, très sensible. Si vous interrogez les pêcheurs aujourd'hui, ils vont vous dire, il y a du poisson comme on n'en a jamais vu. Non, c'est pas vrai. Il y a du poisson comme on n'en avait plus vu depuis 20 ou 30 ans. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est revenu au niveau de biomasse, en gros, il y a une vingtaine d'années. On souhaiterait revenir à des niveaux qui soient plutôt des niveaux de 2, de 5, voire 3, qui sont les niveaux de l'immédiate après-guerre. Et ça, normalement, le stock devrait reconstituer. Mais ça marche du côté de l'Atlantique, ça marche pas du tout du côté de la Méditerranée, où l'abondance continue à diminuer, c'est de plus en plus la catastrophe. La vraiment bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est qu'on a fait la preuve que quand on prend réellement des décisions, quand on les applique, ça marche. On peut gérer les pêches. Est-ce qu'on va continuer cette évolution vertueuse? C'est pas moi qui décide. C'est pas les scientifiques qui décident, c'est les politiques. Les politiques qui commencent à nous dire « Oh, bah ça y est, il y a plein de poissons dans la mer. Faut arrêter d'embêter les pêcheurs, là. » Oui, mais si on arrête d'embêter les pêcheurs, c'est eux qui vont le payer. Hein. Moi, je continuerai à être... Mon salaire ne dépend pas des quotas de pêche. Hein. Par contre, si les stocks retournent à la baisse, bah, c'est les pêcheurs qui vont le payer. Donc, voilà, je ne dis pas que l'avenir est forcément rose. On est dans cette phase plutôt de progression et on se demande ce qu'il va faire. Alors, en réalité, si on simplifie un peu, je vous ai dit, on essaye de revenir là. Bon, ben, on a fait une partie du chemin. On a ramené la pression de pêche presque au niveau qu'on voulait, pas tout à fait. Et les stocks ont commencé à remonter, donc une multiplication par 1,4. Là où l'objectif, c'est une multiplication, je vous ai dit, en gros par 2,5. On est quelque part au milieu du gué, l'avenir nous dira si on peut continuer. On peut représenter un peu la même chose dans un graphique qui va nous dire après des choses un peu additionnelles. Revoici mon graphique où j'ai ici ce que j'appelle mon taux d'exploitation. En réalité, c'est toujours ma quantité de bateaux. Hein. C'est toujours la même chose. Pas de bateaux, beaucoup de bateaux, énormément de bateaux. Et puis ici, j'ai la biomasse, pas de poissons, beaucoup de poissons, etc. Et bien sûr, la bonne gestion, ça serait d'être dans cette zone verte. Donc aujourd'hui, on vise d'être dans cette zone verte. C'est d'ailleurs une situation où il n'y a pas trop de bateaux. On n'est pas trop vers là. Et puis, il y a suffisamment de poissons. Donc, on devrait être là. Et vous voyez que la trajectoire qu'on a suivie depuis 12 ans, si on était quand même très loin en valeur moyenne sur tous les stocks atlantiques, je regarde que l'Atlantique, hein, pas la Méditerranée, mais on s'est rapproché progressivement de la zone verte, on n'y est pas tout à fait, mais on s'y dirige. Oui, alors attention, ça c'est la valeur moyenne. Après, qu'est-ce que ça donne stock par stock? Ben, c'est que si on commence à regarder chacun des stocks, voilà la position, la dernière connue, donc pareil, exclusivité Armor Science, de tous les grands stocks européens pour lesquels on connaît la situation. Je ne vais pas vous les détailler, mais ce que nous dit ce graphique, c'est qu'en réalité, il n'y en a que 38% des stocks qui sont dans la zone verte. Bon, ces stocks dans la zone verte, ils représentent 25% des captures. Autrement dit, vous achetez 4 poissons aujourd'hui sur le marché, il est statistiquement, au hasard, il y en a un qui vient d'un stock qui est dans la zone verte. Tous les autres, ils sont encore dans cette situation dans laquelle il y a soit trop de bateaux, soit pas assez de biomasse, soit éventuellement les deux à la fois. Vous voyez par exemple que ma morue ici de mer Celtique, elle est vraiment dans une zone, j'ai envie de dire rouge foncé, hein, trop de bateaux, très peu de biomasse, ce stock est effondré, il ne remonte pas. À l'inverse, on doit trouver quelque part la plie, et surtout la plie, c'est celle-là que je cherche, la plie de mer du Nord, qui se porte extrêmement bien et qui est remontée les dernières années. Donc beaucoup de variabilité entre stocks. Alors le consommateur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Le consommateur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Plusieurs conséquences. Première conséquence, eh ben, c'est que vous veniez peut-être ce soir pour que je vous dise quelle espèce vous pouviez manger et quelle espèce vous ne pouvez pas manger. Et ma réponse, c'est de vous dire, l'espèce, c'est pas la bonne clé d'entrée. Je ne peux pas vous dire les espèces. Parce que la gestion des pêches, elle se fait pas espèce par espèce, elle se fait stock par stock. Prenons l'exemple
du stock de l'espèce morue, le cabillaud. Si votre cabillaud a été pêché en mer Celtique, le stock se porte très mal. S'il a été pêché en mer du Nord, ça va un peu mieux ces dernières années, mais on est encore dans la zone rouge. Par contre, s'il vient de la mer de Barents, la mer de Barents, c'est tout là-haut, au nord de la Norvège, c'est le plus gros stock de morue, 2 millions de tonnes, 1 million de tonnes pêchées tous les ans actuellement, c'est de très loin le plus gros. Donc il y a une forte chance que votre morue ici sur le marché, alors peut-être pas à Lannion, j'en sais rien, mais en tout cas sur le marché français, une bonne partie des cabillauds viennent de la mer de Barents. Celui-là, pas de problème, il est dans la zone verte. Donc voilà, si vous me dites quelle espèce, je vais vous dire, je sais pas, ça dépend du stock. L'espèce n'est pas le bon critère. Vous ne pouvez pas, une fois pour toutes, vous dire, je mange telle espèce et je ne mange pas telle autre espèce. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Deuxième conséquence, c'est, est-ce qu'on pourrait se dire, je n'achète que le poisson qui est dans la zone verte? Je vais exiger de mon poissonnier qu'il me dise si la morue que j'achète, elle vient plutôt de la mer Celtique ou plutôt de la mer du Nord ou plutôt de la mer de Barents. En réalité, la réglementation, normalement, l'impose depuis le début 2017. C'est pas encore mis dans les faits. Et les inspecteurs ont reçu la consigne d'être un peu coulants pour l'instant. Mais ça va venir. On commence à le voir apparaître. Donc bientôt, vous pourrez regarder l'étiquette de poisson. C'est drôlement compliqué. Hein. Il commence à y avoir plein de trucs là-dessus. Donc il faut être un peu spécialiste pour arriver à lire ça. Et puis vous dire, allez, je n'achète que celle de la mer de Barents, c'est pas celle de la mer du Nord. Oui, mais faites attention, parce que peut-être que l'année prochaine, celle de la mer du Nord, elle va être dans la zone verte. Donc il faudrait que tous les ans, vous repreniez le truc pour savoir, etc. Donc c'est déjà un petit peu, vous voyez, un petit peu compliqué là. Il faut commencer à être un sacré expert de la question pour savoir. Bon. Et puis beaucoup plus fondamentalement, il y a une autre question qui est, ces pêcheurs de la mer du Nord, on leur applique aujourd'hui des quotas extrêmement sévères. On est dans cette phase de reconstitution des stocks. Ils ont déjà, si j'ose dire, une punition qui est que comme ils ont dans le passé surexploité, alors c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de bêtises dans le passé, hein, ils ont beaucoup surexploité leur stock, beaucoup moins bien géré que ne le faisaient les Norvégiens, ils n'ont pas accepté les mesures à l'époque, enfin bref, aujourd'hui ils en payent le prix, ils le payent le prix sous la forme de quotas très réduits. Est-ce qu'il faut encore les punir en plus en rachetant pas le poisson? Sachant que le prix de la morue est aujourd'hui en baisse parce que le stock de la mer de Barents se porte tellement bien qu'elle est en train d'inonder le marché avec des morues à pas cher. Donc moi j'ai envie de dire, si on veut que les pêcheurs fassent l'effort de respecter les quotas de pêche pour progressivement dans quelques années rejoindre la zone verte, ne les condamnons pas en plus en n'achetant pas leur poisson au motif que c'est dans la zone rouge. Le bon critère c'est, est-ce qu'ils respectent? Est-ce que leur stock est géré? Donc, ma première recommandation, c'est de dire, n'achetez que le poisson qui est géré avec un système de quotas. Et tout de suite derrière, je vous dis, c'est le cas de tous les poissons de l'Atlantique. Le cas de tous les poissons de l'Atlantique. Alors, pas la Méditerranée, on est d'accord. Pas la Méditerranée. Mais là, vous vous dites, voilà, on est au milieu de la conférence, et ce qui nous dit, finalement, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est un peu décevant, hein. Vous pouvez manger de la morue, vous pouvez manger... Tenez, même le thon rouge, dont on a beaucoup parlé. Le stock s'est reconstitué dans des proportions formidables. On n'espérait pas que ça puisse se reconstituer si vite. Aujourd'hui, il y a des quotas de pêche. Et je vous garantis qu'ils n'étaient pas respectés il y a encore une dizaine d'années. Les ONG ont bien fait de se mobiliser parce que la pêche n'était pas gérée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est géré. Il y a les hélicoptères de l'Union européenne qui surveillent que les bateaux ils sont au port quand ils doivent être au port. Donc aujourd'hui, vous pouvez manger du thon rouge. Vous en trouvez pas sur le marché. En réalité, il est partout au Japon. Hein. Enfin, si vous en trouvez... Vous pouvez en manger, il est sous quota de pêche. Il est sous quota de pêche. Donc en gros, vous pouvez manger tous les poissons qui viennent des eaux européennes, Atlantique. Mais Méditerranée, il faut se méfier. Et puis s'ils viennent d'ailleurs, alors ça dépend. S'ils viennent d'Afrique, je crains fort que ce soit des flottilles qui sont en train de piller les ressources africaines. Il faut peut-être éviter. Autrement dit, le poisson géré rejoint une autre préconisation qui est assez classique en termes de durabilité, c'est manger local. Manger local, parce que le poisson local, il est soumis aujourd'hui à des systèmes de gestion des pêches extrêmement contraignants et très, très surveillés, hein, de plus en plus. Quand il vient d'un peu plus loin, on ne sait pas. Bien. En gros, le sauf si, c'est quoi? C'est sauf s'il y a une campagne des ONG. Les ONG, elles font assez bien leur boulot, hein. Quand les ONG ont crié sur le thon rouge, bien sûr, elles exagéraient un peu, le thon rouge va disparaître. Non, le thon rouge n'allait pas disparaître. Mais en fait, elles avaient raison de crier parce qu'on faisait n'importe quoi. On fixait des quotas. Les scientifiques disaient, faut pas pêcher plus de 30 000... Non, les scientifiques disaient, faut pas pêcher plus de 20 000 tonnes. Les politiques disaient, oh là là, vous êtes un peu sévère, on va en mettre 35. Et les pêcheurs en pêchaient 60. Donc on faisait absolument n'importe quoi et le stock était en très grande difficulté. Donc les ONG se sont mobilisées, il y a une très grande campagne. Conclusion, les mesures ont été prises et aujourd'hui le thon rouge est beaucoup mieux géré. Donc d'une manière générale, elles se trompent de temps en temps, mais quand les ONG mettent le point sur un problème, j'ai moi tendance à penser qu'elles ont raison. Enfin, moi j'ai l'information donc je vais aller vérifier, mais je dirais celui qui n'a pas l'information.
Alors, est-ce que là, on a tout dit? Non, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui dans la durabilité et qui mériteraient d'être dans la durabilité. Donc la seconde partie de l'exposé sur la pêche, c'est de dire, est-ce que c'est satisfaisant ce qu'on fait actuellement? Et la réponse est non. Et comment on fait pour faire évoluer le système? Donc, il va falloir considérer des nouvelles choses. Première chose qu'il va falloir considérer de supplémentaire, c'est la question de la taille du poisson. La taille du poisson, elle est définie notamment par ce qu'on appelle des tailles minimales légales. La morue de mer du Nord, par exemple, c'est l'exemple pris ici. Aujourd'hui, on ne peut la pêcher et la mettre sur le marché que si elle fait minimum 39 cm. Les Norvégiens, entre parenthèses, ceux dont le stock se porte si bien, ils ont choisi 46 cm. Ils sont un peu plus précautionneux. Ceci explique en partie cela. Mais bref, on a des tailles minimales légales dont on sait en réalité qu'elles sont beaucoup trop basses. Voilà la capture, mon modèle de capture. C'est toujours l'idée, je mets de plus en plus de bateaux, voilà la capture que j'en tire. Ça n'a pas tout à fait la même forme que tout à l'heure, mais c'est les mêmes types de modèles. En rouge, ce qui se passe avec le maillage actuel. En bleu, ce qui se passerait avec un maillage optimal. C'est un travail qu'on a fait avec des collègues allemands. On a sorti une formule extrêmement compliquée, et qui est la formule magique qui dit quelle est la taille du maillage qu'il faut dans l'optimum appliqué, ou plutôt la taille minimale légale. Et cette taille minimale légale pour la morue, elle ne serait pas de 39 cm, mais de 72 cm. 72 cm. Si nous décidions de ne pêcher que les morues à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, alors nous pourrions, tout en diminuant la pression de pêche, pêcher 30% de plus. Bien sûr, les pêcheurs nous disent, mais les morues de 6 ou 7 ans, vous n'y pensez pas, ça n'existe pas dans la mer, c'est très 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 rare. Bien sûr, aujourd'hui, c'est très très rare. Parce que comme on les pêche essentiellement à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y en a à peu près aucune qui a le temps de survivre au-delà de 4 ans. On commence à dire, ah ça y est, les 4 ans réapparaissent. Donc, il va falloir effectivement une phase de transition un peu longue pour qu'on augmente les maillages et que progressivement, on voit réapparaître dans la mer ces morues de 6 ans, de 8 ans, 15 ans, ça vit la morue. Ça peut atteindre 1 mètre, une morue, 1m20, 1m40, ça peut peser 100 kilos, une morue. Tout le monde a oublié ça. Celles-là, elles ont disparu depuis très longtemps de la mer. Et quel est l'intérêt de faire ça? On va pêcher un peu plus. Mais c'est encore beaucoup plus spectaculaire quand on regarde ce qui va se passer au niveau de la quantité de poissons. Revoilà mon modèle, la quantité de poissons, plus je pêche, moins il y a de poissons. Plus je pêche, moins il y a de poissons. La courbe rouge, c'est le maillage actuel. La courbe bleue, c'est le maillage avec du poisson minimal 76 cm. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que au lieu de diviser la biomasse comme on le fait actuellement par 4 ou 5, on pourrait ne la diviser que par 2, voire par 1,7. On multiplierait la quantité de poissons dans la mer, enfin on rajouterait 260%, ce qui fait une quantité multipliée par 3,6. On pourrait avoir dans la mer 2 ou 3 fois plus de poissons qu'aujourd'hui, tout en continuant à pêcher plutôt plus qu'aujourd'hui. Et par quel miracle on pourrait le faire? On pourrait le faire à condition de considérer que nous ne pêchons que les vieux, les grands poissons, donc nous les laissons dans la mer. Alors on les laisse dans la mer, ils grandissent, ils se reproduisent, ils participent au fonctionnement, ils participent à la reproduction, on évite les phénomènes de dérive génétique, etc. Il y a tout un ensemble de... Voilà, donc ça c'est vraiment massif. Alors honnêtement, on pourrait aller au bout du raisonnement. Il n'y a peut-être pas un maillage qui permettrait de pêcher les morues à 76 cm, parce que si on met un maillage pour pêcher les morues à 76 cm, il y a d'autres espèces où ça va être un maillage trop grand. Le problème, c'est un peu celui-là. Mais on peut certainement améliorer énormément. Et vous, consommateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez encourager le pêcheur dans ce mouvement-là. Et donc, une des premières recommandations que je peux vous faire, c'est manger les gros poissons. Si vous voulez manger de la morue, mangez des dardes et pas des petits filets et pas des moruettes. Mettez le prix, faites que le pêcheur soit incité à avoir du gros poisson en le vendant mieux et en acceptant de payer un surprix sur du gros poisson. Ça les encouragera à augmenter leur maillage, à essayer de faire que finalement on passe peut-être pas entièrement de cette situation-là, mais qu'on aille dans cette direction d'un impact beaucoup plus faible. Pourquoi il faut un impact plus faible? Alors j'aurais peut-être dû commencer par là, parce qu'après tout, si je vous ai dit c'est durable, oui, il faut un impact plus faible parce que quand même on se passe de plus en plus de questions sur le fonctionnement de l'écosystème. C'est-à-dire c'est gentil de dire ça c'est durable pour la morue, mais qu'est-ce qui se passe pour les proies des morues, pour les compétiteurs des morues, pour les prédateurs des morues? Qu'est-ce qui se passe quand le changement climatique va arriver, va se mettre à tout bouleverser? Il est en train là de commencer à tout bouleverser. On a un besoin urgent d'avoir des écosystèmes qui soient des écosystèmes ce qu'on appelle plus résilients, plus prêts à absorber les autres perturbations liées à l'activité humaine. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de diminuer la pression, de diminuer l'impact de la pêche sur l'ensemble des ressources. On peut le faire, on peut pêcher toujours autant, voire pêcher plus,
avec des impacts beaucoup plus faibles. Deuxième dimension, il faut s'intéresser aussi à l'habitat. Dans la gestion des pêches, aujourd'hui, il n'y a pas l'habitat. À titre d'illustration, je vous ai montré là, voilà, c'est plus pour avoir une figure, un modèle qui est développé par des collègues à Rennes. Benoît Archambault était en thèse avec certains de mes collègues. On a en réalité dans les laboratoires des modèles qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus puissants que ce que je vous ai montré. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de cycle de vie, où on représente tous les stades de la vie ici de la sol. Et puis, avec derrière un modèle, ce qu'on appelle spatialisé, donc on calcule les abondances dans chaque zone en tenant compte de la pêche, des conditions hydroclimatiques, mais aussi de la qualité des habitats, et notamment des habitats estuariens, parce que ces sols, comme beaucoup d'espèces d'ailleurs, vivent leurs premières années de vie dans les zones estuariennes, qui sont ce qu'on appelle des zones de nourricerie. Et ce que cette thèse montre, c'est que on a aujourd'hui ce modèle de capture, parce que les habitats estuariens sont dégradés. Si on n'avait pas dégradé les habitats estuariens, notamment en baie de Seine, mais partout ailleurs, on aurait ce modèle de capture-là. Donc l'habitat, les dégradations imposées par l'homme sur les habitats marins ont un impact direct et sur l'abondance des stocks, et évidemment sur les potentiels de capture. Donc il faut diminuer l'impact sur l'habitat. Alors il faut arrêter de draguer n'importe comment, il faut arrêter d'épandre les boues portuaires n'importe où, etc. Mais il faut aussi se poser des questions sur la pêche elle-même. La pêche elle-même aussi, elle dégrade l'habitat. Plus exactement, il y a un engin qui dégrade l'habitat, c'est le chalut. Le chalut. Un chalutier moyen qui travaille en mer du Nord, il chalute tous les ans 200 km², c'est-à-dire 2 fois la surface de la ville de Paris, avec des impacts évidents sur la faune, les vers marins, ce qu'on appelle les invertébrés, etc. C'est un peu comme si un paysan, il récoltait en ramassant une partie de la terre de son champ, les vers avec, et tout le muscle, quoi. Donc, de plus en plus, on s'intéresse à ça, et vous voyez que ça, par exemple, c'est une cartographie. On essaye de, très finement, regarder où il y a des traits de chalut. On s'aperçoit qu'il y a des zones qui sont surchalutées, ici en mer du Nord, qui apparaissent en orange et en rouge, et où les habitats sont très dégradés. Donc, deuxième recommandation, préférer ce qu'on appelle les arts dormants. Les arts dormants, c'est les lignes, les casiers, les filets, qui ne raclent pas le fond, et qui donc n'ont pas d'impact, ou très peu d'impact sur les habitats, à l'inverse des chaluts ou éventuellement des dragues à coquilles. Il faut, alors c'est beaucoup plus compliqué, aller regarder les écosystèmes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer ça, mais ça c'est mon champ de recherche à moi. Donc voilà, c'est un travail fait avec un TESA. On construit des modèles d'écosystèmes dans lesquels on met tout le monde. Il y a les détritus, il y a les zooplanctons, les bactéries, etc. Puis là-haut en haut, il y a les requins, il y a les voilà. Et donc on fait des modèles où essentiellement on regarde les flux qui mangent qui, quels sont les flux d'énergie, les flux de matière entre chaque espèce, avec l'idée de regarder, de zoomer et de se dire bon bah si je pêche du merlu, ça va avoir un impact négatif sur le merlu, mais le merlu lui-même il mange différentes espèces. Donc finalement, quel est l'impact à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème? Donc on regarde non pas seulement les effets sur chacun des stocks exploités, mais on a cette vision plus écosystémique, d'essayer d'aller regarder les effets à l'échelle plus large. Qu'est-ce qu'on en fait pour la gestion? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que finalement il faut pêcher le merlu ou pas? Oh, si, quand même 2-3 choses. Première chose, c'est que tous ces modèles-là nous disent une chose assez simple, qui est que les espèces les plus fragiles, ce sont les prédateurs supérieurs. Prédateurs supérieurs. On s'intéresse, c'est ce qui est représenté là, ce qu'on appelle le niveau trophique. Alors, assez vite, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le niveau trophique? Les herbes, les végétaux, les microalgues, c'est le niveau 1. Ceux qui les mangent, c'est le niveau 2. Ceux qui mangent cela, c'est le niveau 3. Ceux qui mangent cela, c'est le niveau 4, etc. Vous êtes de niveau trophique combien? 6. Ouais. Cette incroyable prétention des humains qui pensent qu'ils sont au sommet de la pyramide écologique. Non, j'ai le regret de vous annoncer que si vous mangez moitié de légumes, moitié de viande, vous êtes donc au niveau 2,5. C'est-à-dire, en gros, le niveau d'un gros zooplancton ou d'une petite sardine, pas plus. D'accord? Vous êtes très en dessous de la morue qui est au niveau 4 ou 4,5, du grand thon qui est au niveau 5 et du requin qui est au niveau 5,5. Donc, en milieu terrestre, c'est facile. Il y a l'herbe, il y a les vaches, elles sont au niveau 2. Il y a éventuellement les loups et les tigres, ils sont au niveau 3. Et puis ça s'arrête là. D'accord? En milieu marin, vous avez du phytoplancton niveau 1, zooplancton niveau 2, les sardines niveau 3, les morues niveau 4, et les mangeurs de morues que sont les grands thons ou certains requins niveau 5. Donc ça va beaucoup plus haut. Et ça, c'est une dynamique qu'on connaît bien. C'est au niveau trophique, ceux qui sont tout en haut, vers les niveaux 5. Ça va être les plus fragiles en matière de pêche. Donc c'est les premiers qui vont voir
ils vont pas disparaître, très peu d'espèces disparaître, quelques grands requins, mais très très peu. Mais ils vont voir leur biomasse baisser, et on va progressivement assister à ce qu'on appelle en anglais, c'est quasiment intraductible, the fishing down marine food web, c'est-à-dire cette pêche vers les bas niveaux trophiques, où de plus en plus la mer va se dépeupler de ses prédateurs supérieurs, et puis on va se mettre à pêcher les sardines, et puis quand il n'y a plus de sardines, les crevettes, et puis quand il n'y a plus de crevettes, les méduses. Oui, les méduses, hein. Les méduses, vous savez, quand on pêche maintenant dans le monde, ça c'est un signe que ça va pas bien, on pêche 400 000 tonnes de méduses. Ça fait plus que toutes les pêches françaises, préparez-vous. L'avenir culinaire au lycée Saint-Joseph est à la méduse. Non, j'espère que non. J'espère que non. Ça se fait un peu sécher, ça se découpe en rondelles, c'est comme du concombre, c'est pas mauvais. Mais c'est ça qu'il faut éviter. Hein. La morue chez Fauchon à Paris, et la méduse pour tout le monde. Quoi, hein. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, eh ben, il y a des polémiques. Voilà des gens qui ont dit, si vous regardez le milieu marin, donc on monte, c'est ce que je viens de vous expliquer, jusqu'au niveau 5. Et la pêche aujourd'hui, alors elle pêche pas beaucoup des requins, on essaie quand même de les protéger, mais en tout cas elle pêche beaucoup des morues, des thons, des harengs, etc. Donc elle pêche plutôt les prédateurs supérieurs. Et les gens qui ont fait ce dessin ont dit, mais ça c'est complètement absurde. C'est comme si en milieu terrestre, il y avait les végétaux, les vaches, les lions et les loups, et puis qu'il y avait des bêtes mythiques qui seraient les mangeurs de lions, voire même les mangeurs de lions, et on mangerait les mangeurs de lions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf que ça, ce qu'ils décrivent là, c'est un système d'élevage, qui effectivement, c'est vrai que c'est absurde. On ne va pas faire de la farine de vache pour faire des vaches de loup. Personne n'a imaginé un système aussi absurde que ça. En milieu terrestre. En milieu aquatique, on fait. Hein. J'en parle après. On fait. Donc en milieu terrestre, on s'arrête là. Oui, mais le milieu marin, c'est pas un système d'élevage, c'est l'écosystème à l'état naturel. C'est-à-dire que précisément, c'est la présence de ces prédateurs supérieurs qui est la preuve que l'écosystème se porte bien. Le jour où on a tellement fait le fishing down the marine food web qu'il n'y a plus aucun de ces prédateurs, qu'on ne pêche plus que ces niveaux-là, mais c'est la catastrophe absolue. Donc, moi je fais partie des gens dans cette bataille scientifique qui fait rage dans les journaux actuellement, qui disent il faut manger les prédateurs. Pas beaucoup, mais si la pêche des prédateurs, on la gère bien, c'est-à-dire que si on se donne pour objectif qu'il y ait dans la mer suffisamment de thon, suffisamment de morue pour qu'on continue à en faire une activité de pêche et une activité dont on mange, c'est qu'on aura la preuve absolue qu'on a maintenu les écosystèmes en bonne santé. Si au contraire on dit « Allez basta, c'est fini les prédateurs supérieurs, mangeons de la sardine, de la méduse, du pâté de zooplancton et du ver marin », ça c'est le schéma que nous propose un certain nombre de gens qui essaient de plutôt manger les proies, et je pense qu'on ne pourra pas que c'est très, très discutable. Enfin, sur la pêche, je vais garder un petit... Oui, pas beaucoup de temps, j'étais déjà bavard. Dernière idée sur la pêche, et elle est très importante celle-là, c'est que vous avez ici la courbe d'évolution de la production des pêches maritimes. Donc on démarre ici dans les années, fin du 19e siècle. La pêche se développe quand le moteur arrive, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et surtout la pêche s'est développée depuis. Et puis vous voyez que dans l'Atlantique, la pêche a cessé d'augmenter dès les années 70, à l'échelle mondiale dès les années 80, et si on tient compte d'une estimation plus ou moins grossière de ce qui n'est pas déclaré par les pêcheurs, il y a des gens qui ont essayé de faire ça, on s'aperçoit que la pêche est même aujourd'hui en diminution. On vous dit souvent... Le pic de pétrole, c'est pendant 20 ans. Le pic de je sais pas quoi, c'est pendant 10 ans. Moi, je dis, en milieu marin, on est vachement en avance. Hein. On a été beaucoup plus efficace à tout massacrer plus efficacement que tout le monde partout ailleurs. Le pic, il est déjà derrière nous. Le pic, il était en 1996. Et on sait aujourd'hui qu'on ne dépassera pas cette valeur-là. Si, peut-être, si on se met à pêcher des vers marins et du zooplancton. Mais si on ne fait pas ce choix-là, on ne dépassera pas ce volume de capture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rapportez ça au terrien moyen, vous avez droit à 8,2 kg de poissons de pêche, en moyenne, par an. Enfin, quand même, sachant qu'il y en a en plus 3 qui sont pêchés pour faire de la farine de poisson, pour alimenter l'aquaculture. Donc ça, c'est peut-être pas très intelligent. On ferait peut-être mieux, plutôt que de nourrir du saumon, de manger les anchois qu'on donne à manger au saumon. On est bien en train de faire de l'élevage de loup, hein, avec les saumons. Donc on pourrait peut-être monter plutôt à 10 ou à 12. Mais enfin, vous savez combien vous en mangez? En moyenne, 24 kg, le français par an. Vous mangez 3 fois votre dose. Vous êtes en train de piquer le poisson de la bouche des autres. Ce soir, nous allons tous participer à cette manœuvre qui consiste à manger... Non, c'est sur notre quota de 8 kilos. Je suis sûr, c'est sur notre quota de 8 kilos. Mais c'est d'abord ça, la première conclusion, c'est que si on veut répartir les choses de manière équitable à l'échelle mondiale, eh bien, nous mangeons actuellement trop de poissons, d'autant plus que on n'est pas en déficit de protéines, hein, à ce que je sache. Hein. Notre médecin nous dit ça aussi, qu'on pourrait diminuer un peu les protéines. Alors que ceux qui ne les ont pas à manger, ils en ont peut-être beaucoup plus besoin que...
Donc voilà. Alors, l'aquaculture. Évidemment, on me dit toujours la solution est-elle l'aquaculture. J'essaye de balayer un peu vite parce que j'étais long. Première idée autour de l'idée, c'est que je ne peux pas faire une conférence pêche sans qu'il n'y ait pas la question l'aquaculture est-elle la solution? Et derrière, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle est que la pêche, c'est un vieux truc, c'est l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est ancestral, c'est mauvais, et ce qui est moderne, c'est l'aquaculture. Je prétends que cette idée est totalement fausse. Totalement fausse. D'où ça vient que c'est une idée moderne? Mais ça vient de très loin. Monsieur Grandmont, il y a presque un siècle et demi, disait déjà les écosystèmes naturels, c'est un truc sale, pas productif, remplaçons ça par des greniers d'abondance qui sont l'aquaculture. Il y avait un autre monsieur qui disait il faut enlever l'aménagement, non, il faut enlever l'utilisation des ressources à ces pêcheurs qui pratiquent une exploitation vampire pour le confier à l'industrie privée. Vous voyez, c'est pas tout neuf comme discours. Et puis il y avait un dernier qui, il y a plus d'un siècle, disait il faut remplacer l'industrie sauvage, c'était bien sûr la pêche, par une industrie civilisée qui est évidemment l'aquaculture. Donc cette idée qu'on pourrait remplacer la pêche par l'aquaculture, c'est une idée qui date d'il y a plus de 150 ans et dont moi je prétends que c'est l'archétype de la pensée productiviste. Soustrayons-nous de la nature, produisons un maximum dans des systèmes artificiels, et ça serait le comble de la modernité. Je pense que le comble de la modernité au XXIe siècle est plutôt de retrouver une certaine forme d'équilibre avec la nature, d'interaction avec la nature, que la pêche l'assure beaucoup mieux que l'aquaculture. Donc ça, c'est presque un point de vue philosophique. D'un point de vue un peu plus concret, c'est vrai que c'est du productivisme, c'est vrai que ça se développe. Ça, c'est vrai. Voilà ce que fait la pêche, qui donc plafonne, je suis resté au chiffre officiel. En plus, là, on a dû rajouter les pêches en eau douce. Hein. Et puis voilà ce que fait l'aquaculture. L'aquaculture, elle s'est développée en réalité depuis 30 ans. Elle double actuellement tous les 10 ans. Et aujourd'hui, plus d'un poisson sur 2 consommé dans le monde vient de l'aquaculture. Donc effectivement, la pêche, l'aquaculture est en train de prendre le dessus à l'échelle mondiale. C'est pas vrai en France, hein, mais c'est vrai à l'échelle mondiale. Et d'une certaine manière, si on regarde ce que le terrien moyen consomme, voilà ce qu'il consomme en rouge ici, issu de la pêche, donc je vous ai dit tout à l'heure 8 kg d'œufs. Ceci dit, la consommation du terrien moyen, elle continue à monter, parce que la différence entre les deux, c'est l'aquaculture. Aquaculture en mer, et surtout aquaculture en eau douce. Donc l'aquaculture se développe. Elle se développe, elle permet à la consommation d'augmenter. Nulle part, dans aucune situation, nulle part dans le monde, ceci n'a remplacé la pêche. L'aquaculture se développe, en rien ça ne fait diminuer la pêche. Donc ce n'est de toute façon pas une solution au problème de la surexploitation. C'est peut-être une solution à une demande alimentaire qui est en croissance, qui veut des produits marins, oui, mais pas une solution à la surexploitation. Si on veut raisonner vis-à-vis de la durabilité, finalement la question c'est, est-ce que cette aquaculture elle est durable? Et donc, quel impact elle a sur l'environnement? En réalité, l'aquaculture, elle peut avoir plein d'impacts sur l'environnement. Le premier impact et l'impact le plus important, c'est qu'une partie très importante des espèces d'aquaculture, ce sont des piscivores, c'est-à-dire des espèces qui mangent des poissons. C'est le cas de notre saumon. Si vous voulez élever du saumon, il faut lui donner à manger du poisson. Donc il faut aller pêcher encore plus d'anchois, encore plus de sardines, encore plus de sardinelles en Afrique, etc. Sur ce graphique, il y a en bas la partie des espèces qui sont les espèces nourries en aquaculture, puis là les espèces pas nourries. Les espèces pas nourries, c'est principalement les algues. Sinon, le reste, c'est à 70% des espèces nourries. Donc l'essentiel de l'aquaculture aujourd'hui, finalement, elle aggrave le problème de la surpêche au lieu de le résoudre. Et puis l'aquaculture, au moins certaines formes d'aquaculture, ça peut être très polluant. Alors pas toutes, je vais y revenir après, mais en tout cas l'aquaculture telle que vous l'imaginez, qui sont des systèmes aquacoles un peu intensifs, on a des gros problèmes de rejet des systèmes aquacoles dans le milieu, excédent d'aliments, excrétion, fesses. L'aquaculture est un des facteurs de ce qu'on appelle ces phénomènes d'eutrophisation, de bloom d'algues vertes qui asphyxient les milieux marins. On rejette dans les eaux françaises entre 6 et 10 tonnes de médicaments liés des élevages de poissons. Il y a des problèmes de croisement génétique. On fait de la sélection génétique sur les poissons d'élevage. S'ils commencent à se mélanger avec les populations naturelles, on se pose des grosses questions sur la diversité génétique. Et puis, il y a des situations, c'est le cas du saumon notamment, où les élevages aquacoles sont finalement des réservoirs de pathogènes qui peuvent affecter les populations naturelles. Alors, si vous voulez raisonner aquaculture, en fait,
On ne peut pas raisonner l'aquaculture. Il n'y a pas une aquaculture, il y a des aquacultures. Et le bilan environnemental, il va être très très différent selon les aquacultures, et je vais finir là-dessus. Voilà l'évolution donc de la production mondiale. On est toujours en millions de tonnes de cette aquaculture, donc vous voyez qu'elle se développe très 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 vite. Ici, je l'ai mise donc par série de produits. Le produit le plus important à l'échelle mondiale, qui représente presque 40 millions de tonnes aujourd'hui, c'est ce qui est en bleu ici en bas, ce sont les poissons d'eau douce. Ces poissons d'eau douce, à 95 ou 98%, ils sont élevés en Asie. Ce sont essentiellement les carpes chinoises élevées dans les systèmes rizipiscicoles, donc de l'aquaculture extensive, dans les systèmes asiatiques. Chine, mais également Thaïlande, ceux qui ont passé des vacances en Thaïlande, on voit partout ces petits bassins aquacoles. Hein. Donc là, il y a des très grosses productions. Ces espèces d'eau douce, pas toutes, mais généralement, elles sont pas nourries ou peu nourries. Donc, ce sont plutôt des espèces végétariennes qui mangent des algues. Donc, finalement, d'un point de vue environnemental, dans l'ensemble, c'est pas mal. Ouais. Sauf qu'on les commercialise pas chez nous, donc vous en mangerez pas. Donc, vous n'avez pas le choix. Enfin, à moins que vous ayez un tonton qui a une pièce d'eau et qui pêche de la carpe, allez-y, ça peut marcher. Mais sur le marché, il n'y a pas d'espèces d'eau douce. Le consommateur européen, il ne mange pas les poissons d'eau douce. Il considère que c'est pas bon. En tout cas, les poissons végétariens. Les quelques poissons d'eau douce qu'on mange, c'est le brochet, c'est pas des végétariens. Mais les carpes, les tilapias, tout le monde trouve ça dégoûtant chez nous. Donc c'est très bien, mais c'est pour les Chinois. Le deuxième gros secteur, c'est les algues. Mais les algues, c'est la même chose. Là, on a représenté les algues alimentaires. C'est à 98% des algues asiatiques. C'est les Japonais qui mangent les algues, un peu les Chinois. Chez nous, oui, quand vous mangez des sushis, vous savez, il y a le petit truc noir autour. Ouais, ça vous fait pas des gros tonnages, hein, manger par an. Hein. Donc, vous n'allez pas vous nourrir aux algues. Hein. Oui, alors ici, peut-être dans les Côtes d'Armor, il y a quelques pêcheurs d'algues, il y a quelques ramasseurs d'algues. Bon, mais à l'échelle française, ça n'existe pas. Donc, pareil, c'est parfaitement vertueux d'un point de vue environnemental, mais vous ne pourrez pas en manger. L'aquaculture à laquelle vous pensez, vous, ce sont donc les poissons marins, et puis ce qu'on appelle les poissons diadrobes, c'est-à-dire ceux qui vivent à la fois en eau douce et en eau de mer, le saumon, donc marin, le bar, le saumon, voilà, tous ceux qui sont dans les systèmes aquacoles. Et alors cela, c'est très mal de manger ça. J'en mange aussi, hein, ça m'arrive. Nul n'est parfait. Hein. Mais chaque fois que vous mangez un saumon, vous aggravez la surpêche, vous mettez dans l'environnement des polluants, des pesticides, des médicaments, etc., etc. Donc, c'est absolument pas la solution d'un point de vue de durabilité. Qu'est-ce qui me reste? Les crevettes. Pas terrible, les crevettes. Pas terrible, d'abord parce qu'on les nourrit quand même un peu. Et surtout que la plupart des élevages de crevettes sont faits en détruisant les mangroves dans un certain nombre de pays, hein, ces écosystèmes côtiers là, qui sont naturels. Donc il y a des gros impacts des développements de la crevette en Malaisie, en Thaïlande, etc. Ces crevettes, celles d'élevage, hein, les grosses crevettes que vous achetez, c'est pas durable. Qu'est-ce qui reste? Ah, il y a un truc en jaune. C'est quoi? Comment? Ah oui, c'est écrit. C'est les moules. Les moules et les huîtres. En France, on pêche 400 000 tonnes de poissons en mer, mais on produit 200 000 tonnes d'huîtres et de moules. C'est de très très loin le premier secteur des cultures marines. Hein. En France, on produit 5 fois plus d'huîtres et de moules qu'on ne produit de poissons d'élevage. Et ça, alors par contre, d'un point de vue environnemental, c'est parfait. Ça filtre le phytoplancton qui est dans le milieu marin. Donc allez-y. Il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez que l'agriculture, c'est la solution, c'est pas le poisson, c'est les moules. C'est les moules. Voilà. Voilà, alors je conclus. Première idée, le poisson, c'est un bien rare. Notamment le poisson sauvage. Donc il faut le manger comme une fête. Pas trop. Et quand vous en mangez, faut se faire plaisir, faut payer cher pour payer la durabilité. On a les moyens globalement chez nous, pas tout le monde, les gens c'est plus compliqué. Mais c'est ça qu'il faut d'abord passer comme message. Éviter de faire cette course, c'est vrai sur le poisson, peut-être sur d'autres produits, hein, toujours aux produits moins chers, dont on va faire payer les coûts environnementaux aux générations futures. Hein. Donc le poisson est une fête et il ne faut pas trop en manger. C'est la première recommandation. Deuxième recommandation, si vous voulez manger des produits d'élevage, évitez le saumon, puis tous les poissons, le bar, le flétan, quelques autres. Hein. Par contre, mangez des coquillages, pas de problème. Si vous mangez du poisson sauvage, mangez les gros poissons. Ou alors éventuellement les petites espèces. Si, allez, la sardine, le maquereau, le chinchard, ça excellent. Les stocks se portent très bien. Donc vous pouvez manger les petites espèces, généralement il n'y a pas de problème. Mais si vous mangez les grosses espèces, il faut pas manger les bébés, hein, il faut pas manger les petits, il faut manger les vieux adultes.
Et puis enfin, préférer les arts dormants, donc plutôt le filet, la ligne, le casier, plutôt que le chalut. Ces étiquetages-là vont arriver sur les étals de plus en plus. Et puis, bien sûr, le commerce local, quoi. Voilà, je vous remercie.